Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur les récits de soins d'affirmation de genre, l'expérience des parents. Je me présente, je suis Annie Pauline-Sansfaçon, je suis professeure à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants trans et leurs familles. Et je suis aussi la chercheuse principale sur le projet qui va être discuté aujourd'hui. Je suis accompagnée aujourd'hui de Valeria Krishenko, qui est assistante de recherche sur le projet et qui a vraiment été en charge de l'analyse de données des parents. Et donc, elle va vous présenter les données des parents. Et aussi, on est accompagné de Frank Surigelic qui va s'occuper de la logistique. Donc, les gens qui ont des questions pourront poser leurs questions à la fin avec le petit onglet forum. Mais pour l'instant, on va présenter et on gardera du temps pour la fin. Vous voyez ici tous les partenaires qui ont participé au projet. Donc, juste pour vous informer un petit peu de l'état des connaissances avant qu'on débute le projet, très rapidement, on voyait que la littérature apportait déjà des informations sur l'expérience des parents, surtout par rapport aux réactions que ces personnes-là ont lorsque l'enfant dévoile son identité de genre. Ces expressions-là, ces émotions-là peuvent aller des expressions d'amour et d'affirmation aux réactions négatives. On sait aussi que le manque de soutien parental et le rejet familial peut nuire énormément à ces jeunes-là. D'ailleurs, on voit dans les recherches plus récentes que les jeunes qui sont soutenus par leurs parents ont des meilleures qualités de vie globales. Et on sait aussi que l'éducation et le soutien clinique et par les pairs est très important pour permettre aux parents d'adopter des pratiques transaffirmatives. Mais en fait, il y a quand même des manques d'informations à combler au niveau de la littérature. Et donc, des lacunes au début du projet, en 2016, existaient, surtout pour comprendre l'expérience des parents qui accompagnent leur enfant dans le cheminement d'accéder aux soins médicaux d'affirmation de genre. Donc, en fait, ce qu'on avait dans la littérature avant notre projet, c'était principalement des projets qui s'intéressaient à l'expérience des parents, et de façon générale. Donc, c'est des parents qui avaient un enfant, mais on ne sait pas comment c'est, en fait, pour le parent qui va prendre la décision active de soutenir son enfant jusqu'au traitement d'affirmation de genre. Donc, le projet voulait vraiment mieux comprendre ça, comme on va voir dans une minute. Et on a aussi peu d'informations sur les cheminements qui conduisent ces familles-là vers les soins d'affirmation de genre, parce que, comme on sait, pas tous les jeunes vont décider ou vont avoir besoin de traitement d'affirmation de genre. Donc, on voulait un petit peu mieux comprendre les processus. Donc, les objectifs de l'étude étaient en fait de comprendre les expériences vécues par les jeunes et leurs familles. Vous allez voir dans une minute, je vais parler un peu de la méthodologie. Et donc, on n'a pas seulement fait des interviews qualitatives avec les parents, mais aussi avec les jeunes. Et donc, c'était très important d'avoir la perception des deux. Le projet, donc, dans son ensemble, regarde l'expérience des familles et des jeunes qui sont centrés. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment juste de l'expérience des parents. Et donc, on s'intéressait aux motivations, aux parcours qui conduisent ces jeunes et les familles à solliciter des soins d'affirmation de genre, aux stratégies utilisées pour exprimer ou naviguer la dysphorie et pour affronter les situations sociales et familiales, ainsi que les aspects qui contribuent à leur bien-être psychosocial et à leur qualité de vie. Donc, le projet a été élaboré avec une collecte de données à l'aide de la méthodologie par théorisation ancrée. Et qu'est-ce que c'est ça, en fait? C'est que c'est une méthodologie qui vise à vraiment utiliser ce qu'on trouve sur le terrain et monter une compréhension à partir des vécus des personnes. En recherche, souvent, on pourrait appliquer des cadres théoriques. Nous, on a décidé d'y aller vraiment à partir des récits et puis de voir où est-ce que ça nous emmenait. On avait par contre un souci de mieux comprendre en fait comment certaines inégalités sociales pourraient affecter les expériences des parents. Par exemple, est-ce qu'un parent qui a un revenu socio-économique plus bas va être affecté de la même manière dans son expérience de soutenir son enfant qu'un parent avec un statut socio-économique plus élevé? Donc, on s'est principalement basé sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Nous avons recruté des parents et des adolescents trans ou créatifs dans leur genre à 3 endroits au Canada, au Centre de santé Miraki à Montréal, à l'hôpital de Montréal, à l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, CHIO, à Ottawa, et au Health Science Center à Winnipeg.
Donc, le projet a consisté à faire 72 entrevues semi-structurées qui ont été réalisées auprès de 36 diades parents-enfants. Donc, comme j'ai mentionné, pour participer au projet, il était essentiel que les deux, donc le parent et l'enfant, veuillent participer. Donc, on a rencontré 36 diades, mais ces entrevues-là ont toutes été faites de façon individuelle. On est allé à 12 par clinique. Donc, ça fait qu'on a pu parler à 36 enfants trans et à 36 parents, leurs parents. Les parents ont aussi complété un questionnaire socio-démographique afin qu'on puisse les comprendre un peu mieux. Et on a analysé les données par analyse thématique. Et ça veut dire en fait qu'on regarde les scripts et on essaie de trouver les thèmes qui émergent et on essaie de vraiment développer des parcours, comme on va vous présenter dans une minute. Et on a utilisé un logiciel pour nous aider à faire cela. Alors, voici notre échantillon. Donc, ici, on a N35, que je viens de mentionner qu'on avait 36 diades, 36 parents. Mais en fait, c'est qu'il y a une diade qui a été faite plus tard dans le projet, donc elle n'a pas été inclue ici sur la diapositive. C'est un échantillonnage par diversité, mais pour la cohorte des enfants, donc on ne s'est pas intéressé à trouver une diversité de parents, que le projet visait vraiment mieux à comprendre les enfants et leurs familles. Donc, on a diversifié le recrutement des enfants en ayant cherché des enfants qui sont prépubères, des enfants qui sont postpubères, des enfants on a essayé vraiment de regarder là, un petit peu là, des différents parcours, qu'est-ce qu'ils prenaient comme médicaments. Il y en a qui n'ont pas commencé, qui sont en traitement. On se rend compte qu'il y a eu des ménagements de valeur plus élevée qui est donné du recensement provincial. Donc, on ne peut pas dire pourquoi, parce que notre échantillon ne nous permet pas de faire d'avoir une conclusion là-dessus, mais c'est quand même intéressant de voir que les parents qui vont dans les cliniques ont des revenus plus élevés qu'à la moyenne. C'est quelque chose qu'il faudra aller voir un petit peu plus tard. On avait donc 32 mères et 4 pères. Comme je l'ai dit, on a 35 diades, donc il y a un père qui a décidé de partir avec la mère. Donc, on a vu quand même 35 familles, là, si vous voulez, mais il y a une famille qui ont décidé d'être deux à l'entrevue. Et on a 29 familles qui ont une couverture d'assurance privée. Et là, à votre droite, vous pouvez voir un peu là, les niveaux d'éducation, de ces personnes-là. Donc, je vais passer la parole à Valéria qui va présenter en fait les résultats de la recherche et je vous reviens pour la conclusion. Oui, donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça part vraiment des récits des parents. Donc aujourd'hui, on ne parle pas des jeunes, on regarde juste la perspective des parents, puis on va regarder plus précisément le parcours des parents pour soutenir leur enfant. Donc comment est-ce que les parents sont rendus aux soins d'affirmation de genre à partir du moment où leur enfant a fait son dévoilement, a fait son coming out. Et en fait, les réactions, le processus d'acceptation et l'accès aux soins. Et comme vous pouvez voir ici, ce qu'on essaie d'illustrer, c'est que le processus par lequel les parents ont passé est vraiment pas linéaire. Donc, c'est un processus très itératif entre différentes émotions, réactions et l'accès aux soins. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les parents qui sont déjà dans les soins d'affirmation du genre, il y en a qui sont encore dans leur processus d'acceptation, donc il n'est pas tout à fait complet, si on veut dire. Donc, le point de départ, en fait, c'est vraiment la sortie du placard, le coming out de l'enfant qui a représenté un moment très important dans la vie des parents. En fait, ça a représenté le début de leur processus d'acceptation et d'accès aux soins. Et parmi les réactions qui ont émergé des récits des parents, on les a euh, comment dire, découpées en quelques thèmes. Et en fait, ce qu'on veut dire aussi, c'est que alors que les réactions ici dans la présentation sont découpées par thème, par réaction, c'est important de mentionner que les parents vivaient leur réaction pas mal tout en même temps. Donc, c'est pas une réaction par parent, mais bien un mélange de tout ça qui est apparu chez les parents à travers le processus. Donc, une des premières réactions qu'on a identifiées, c'était vraiment l'incrédulité. Donc, la difficulté à croire que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Donc, il y a deux types d'incrédulité. Donc, le premier, c'est vraiment causé par l'accablement. Donc, causé par le fait de se sentir vraiment dépassé par d'autres difficultés que le parent vivait déjà au quotidien en lien particulièrement avec son enfant. Et avant que je passe à la citation, je tiens à mentionner que, alors que la plupart des parents utilisaient les bons pronoms durant leur entrevue, il y a quand même des parents qui avaient encore un peu de difficulté à ce niveau-là. Donc, vous allez voir que dans la citation, les pronoms utilisés par les parents ne sont pas nécessairement
concordant avec l'identité de l'enfant. Donc, moi, par respect envers l'enfant, je vais utiliser les bons pronoms. Donc, je reviens en fait au sentiment de dépassement par les divers événements de la vie. Comme on voit ici, dit par Franca, parent d'une enfant transféminine de 17 ans. Alors, un soir, elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit: «Maman, je ne suis pas bien dans mon corps. J'aimerais devenir une fille.» Alors, ma réaction a été une de colère. Parce que depuis qu'ils sont petits, mes 2 enfants ont eu plus que leur lot, vous savez, de TDAH, de suivis médicaux pour les oreilles, de suivis médicaux pour les yeux. Et c'était toujours moi, seulement moi, qui m'occupais de tout, absolument tout. Donc, on peut dire que je suis une mère fatiguée qui a hâte que ses enfants soient indépendants. Je n'étais pas bien, j'étais même un peu en colère. J'ai dit: «Ça demande du temps, de l'argent, j'en ai marre.» Donc, on voit vraiment que la mère se sentait très dépassée et ça, c'était, pour elle, ça représentait quelque chose qui s'ajoutait aux difficultés qu'elle portait déjà sur ses épaules. Ensuite, on avait les parents qui exprimaient un véritable doute, en fait. Donc, ils doutaient complètement de ce dévoilement-là, pardon, et en fait, de la possibilité que c'est quelque chose qui pouvait leur arriver. Donc, on voit ici que dans certains cas, cette surprise-là, cette incrédulité-là a été exprimée directement à l'enfant. Et comme dit Kylie, parent d'une enfant transféminine de 11 ans, et j'ai dit, bien sûr, ma réaction a été comme, ce ne fut pas une bonne réaction. C'était comme, non, c'est comme ça que tu es née. Et le plus simple fait d'aimer les trucs de filles ne signifie pas que tu es une fille. C'est correct d'aimer les choses de gars et de filles. C'était comme si je ne savais pas quoi faire. J'étais tout simplement dans un état de panique, vous comprenez? Donc, on voit ici une mère qui voyait effectivement que son enfant avait des intérêts soi-disant plus stéréotypiquement féminins. Et en fait, quand son enfant fait son dévoilement, elle essayait de comme nier en fait tout ça par panique parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Ensuite, on a aussi des réactions de surprise. Il faut vraiment soulever pardon, que lorsque les parents qui ont exprimé des sentiments de surprise nous en ont parlé, ce n'est pas nécessairement associé à des sentiments négatifs. Donc, quand l'enfant fait son coming out, la révélation était bien évidemment inattendue, et ce, indépendamment de la présence ou de l'absence de signes avant-coureurs de non-conformité de genre. Donc, il y a certains parents qui nous ont raconté qu'ils ont vu auparavant, donc précédemment, des signes qui auraient pu indiquer une certaine non-conformité dans le genre sans nécessairement faire des liens avec des identités trans jusqu'au dévoilement. Donc, on voit ici, comme dit Jessie, j'étais surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il annonce une telle chose. En même temps, ce n'était ni déchirant ni conflictuel pour moi. Et en fait, pour les parents qui nous ont rapporté avoir remarqué certains signes avant-coureurs de ces identités-là, en fait, le fait de parvenir à assembler les pièces du casse-tête a suscité des réactions et des sentiments positifs chez les parents. Et ça, c'était le cas particulièrement des parents qui avaient un enfant qui avait des difficultés au niveau personnel. Donc, par exemple, la dépression, l'anxiété, l'automutilation, et les parents ne savaient pas d'où est-ce que ça pouvait venir. Et en fait, quand l'enfant fait son coming out, enfin, les parents se sont dit: «Je peux comprendre ce qui se passe et je sais comment je peux aider mon enfant.» Donc, on voit ici Mira qui dit: «Peu à peu, à compter de la puberté, il a commencé à s'éloigner et à moins parler, à moins faire d'accolades. Il est devenu vraiment triste et nous ne savions pas ce qui se passait. C'était comme si nous l'avons amené à plein d'endroits et que rien ne fonctionnait vraiment. Ce fut une pure joie de savoir que c'était peut-être la cause de tout ça.» Et finalement, bien évidemment, il y a aussi des sentiments d'ouverture d'esprit et de fierté. Donc ça, c'est des parents qui ont accepté leur enfant malgré l'incompréhension, malgré la surprise de manière très positive et aussi qui exprimaient très fiers de leur enfant et du courage que ça leur a pris pour exprimer quelque chose, particulièrement dans le cas des enfants qui l'ont fait très tôt dans leur vie. Dans le processus d'acceptation, donc suivant le coming out de l'enfant, il y avait des préoccupations, des difficultés interpersonnelles que les parents vivaient avant vraiment de se rendre à la clinique ou même pendant l'accès aux soins. Donc, une des difficultés principales, et ça se ressortait dans la majorité des entrevues, c'est les parents exprimaient que c'est difficile de composer avec les difficultés personnelles et sociales associées au fait d'être trans, y compris la sécurité dans l'enfant. Donc, ici, il ne s'agit pas spécifiquement du fait que l'enfant est trans, donc c'est pas son identité qui est remise en cause, mais plutôt, en fait, l'inquiétude portée par le parent face aux difficultés qui peuvent accompagner le fait d'être trans dans la société. Donc, les parents étaient conscients et conscientes que la société, c'est pas nécessairement un endroit très accueillant et sécuritaire pour leurs enfants.
Et comme dit Alma ici, parent d'un enfant transmasculin de 10 ans, je pense que peu importe ce que votre enfant traverse, vous souhaitez qu'il n'en soit rien. Cela ne veut pas dire, pardon, que j'aimerais que mon enfant ne soit pas transgenre. Je souhaite simplement que mon enfant n'ait pas à vivre tout ce que cela implique. Aussi, tantôt on parlait de sentiments d'incrédulité et de déni vécus par les parents. Puis en fait, alors que pour certains, c'était quelque chose de très momentané, très ponctuel dans le temps, au moment du coming out, et ensuite les parents ont passé à autre chose. Pour d'autres, ces sentiments de déni ont traversé en fait tout le processus d'acceptation de leur enfant. Donc c'est quelque chose qui s'est prolongé dans le temps. Et comme on voit ici, dit par Maïka, je me suis dit, si cela prenait un peu plus de temps, peut-être que mon enfant pourrait réaliser que ce n'est pas ça. Peut-être qu'il finira par me dire, tu sais quoi, je suis lesbienne. Je l'ai secrètement souhaité parce que je me suis rendu compte qu'il serait beaucoup plus facile de dire je suis lesbienne que je suis transgenre. Parce qu'être lesbienne ne provoque aucun sentiment hormonal, pardon, aucun changement hormonal, ne nécessite aucune opération et n'entraîne aucun changement physique. Donc, les parents se sont dit que de diverses façons, que peut-être l'identité que leur enfant leur communique n'est pas la vraie, puis que c'est peut-être une phase et que ça va passer quelque chose par après. De la même façon, ce déni-là s'est manifesté aussi par des sentiments de chagrin et de deuil. Donc, ça, c'est des parents qui ont vécu le deuil de différentes choses. Donc, par exemple, des parents qui avaient besoin de vivre le deuil du nom qu'ils ont donné à leur enfant ou, par exemple, de la relation qu'ils ont envisagé avoir avec leur enfant par le futur ou le genre de vie qu'ils ont envisagé pour leur enfant. Et comme on peut voir ici, raconté par Kylie, qui est une parent d'un enfant transféminine de 11 ans. J'ai eu l'impression d'être passée par un processus de deuil où je me suis dit, comment ai-je pu ne pas connaître mon enfant? C'était mon garçon, j'ai mis un garçon au monde. J'ai alors réalisé que mon enfant était toujours là, mais qu'il était différent. Je me suis alors demandé comment puis-je connecter avec mon enfant. Et aussi, comme raconté par Edith, parent d'un enfant transmasculin de 14 ans et aussi parent d'un enfant non-binaire, en fait, qui n'a pas été interviewé dans le cadre de cette entrevue, de cette recherche, pardon. Elle dit, je me retrouve avec la perte de mes 2 filles parce que ces 2 enfants étaient signifiés à la naissance. J'avais 2 filles, c'est ce que j'avais toujours souhaité. Alors, ce qui me chagrine en ce moment, c'est de ne pas aller magasiner avec ma fille, de ne pas aller au salon de manicure avec elle, vous comprenez, la complicité mère-fille. Donc, vraiment le deuil de la relation qu'elle a souhaité avoir avec ses 2 enfants. Et aussi, quand on parle de déni, ça s'est aussi manifesté par des préoccupations quant au fait d'éprouver des regrets plus tard dans la vie. Donc ça, c'était des parents qui étaient soutenants envers leurs enfants, qui les accompagnaient dans les soins, mais il y avait quand même quelque chose à l'intérieur de ces parents-là qui leur disait, ça se peut que les décisions que je prends aujourd'hui pour mon enfant seront regrettées plus tard. Parce que surtout pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de consentement, pour les interventions médicales, c'est difficile pour les parents de prendre ces décisions médicales pour leurs enfants. Et justement, quelques parents ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité d'éprouver des regrets sur la façon que cela pourrait affecter les décisions qu'ils prennent concernant la transition médicale de leur enfant. Et Stéphie dit que, alors qu'elles sont irréversibles, et là, elle parle des interventions médicales, je crois simplement qu'il est bien trop jeune pour prendre cette décision. Notre enfant maintient que ce n'est pas une décision, que c'est toujours simplement une réalité factuelle. C'est ce qu'il est, pardon, c'est ce qu'il est et c'est la prochaine étape. Je vois les choses d'une certaine façon et lui d'une toute autre manière. Donc, on voit vraiment une vision conflictuelle, en fait. Le parent et l'enfant ne voient pas le processus de la même manière. Et si je ne suis pas encore là et je dois prendre cette décision, n'est-ce pas? Et ensuite vivre avec les conséquences de cette décision. Et puis, je ne veux pas que mon enfant, à l'âge de 25 ou 30 ans, me dise pourquoi m'as-tu laissé faire ça? J'avais 15 ans, vous comprenez? Je pense que c'est ça ma plus grande crainte. Aussi, il y avait des parents, bien évidemment, qui se sentaient dépassés au moment du coming out de leur enfant. Et il y en a d'autres qui se sentent dépassés par les étapes qui nécessitent une transition médicale. Donc, ils voyaient ce processus comme quelque chose de très laborieux et les interventions ont été vues comme quelque chose de très invasif, particulièrement les chirurgies d'affirmation de genre. Et chez certains parents, ce sentiment d'être dépassé suscitait un certain ressentiment, une rancune envers leur enfant. Et en fait, comme on peut voir ici, exprimé par Brenda, parent d'un enfant transmasculin de 16 ans, je veux dire qu'il y avait un peu de ressentiment au début parce que cette année devait être consacrée à mon autodéveloppement.
Et puis, tout est tombé à l'eau parce que mon esprit est complètement redirigé vers mon enfant. Donc ça, c'est des parents, particulièrement dans le cas de parents d'adolescents un peu plus vieux, qui voyaient en fait que leur travail comme parents était essentiellement donc, ils étaient prêts à laisser leur enfant au libre arbitre de vivre leur vie, de se développer par eux-mêmes, bien évidemment en les soutenant. Et la transition, c'était comme de prendre un pas vers l'arrière et de recommencer quelque chose de plus laborieux. Et en parlant de transition médicale, il y avait des parents qui avaient des préoccupations liées aux effets de la transition médicale sur la santé de leur enfant, tels que les sauts d'humeur, perte de fertilité, caractère hautement invasif des techniques chirurgicales et effets à long terme des bloqueurs d'hormones ou des traitements hormonaux substitutifs. Donc, vraiment les thérapies l'hormonothérapie. Et ça, c'était vraiment des parents qui ont exprimé de ne pas avoir soit assez d'informations, soit accès à assez de recherches sur les effets à long terme, qui est effectivement une lacune présentement. Donc, de ne pas savoir les effets à long terme et comment ça va affecter leur enfant, particulièrement en ce qui concerne, par exemple, le cancer de l'utérus ou le cancer des ovaires. Pardon. Et aussi, quand on parle de déni, on parle de toutes ces dynamiques-là, il y avait des parents qui avaient des difficultés à utiliser le nouveau prénom et les nouveaux pronoms de l'enfant. Et alors que la majorité des parents utilisaient les bons pronoms au moment de l'entrevue, plusieurs d'entre eux ont néanmoins mentionné avoir éprouvé des difficultés dans le passé et quelques-uns se trompaient encore sur le genre de leur enfant, comme vous avez pu voir dans les citations des parents. Et dans certains cas, ça a été utilisé en fait comme une façon d'exercer du pouvoir sur leur enfant. Et alors que c'était souvent sans intention, il y avait des parents qui ont dit justement que c'était quelque chose qui se prenait simplement de temps. Donc, les parents avaient besoin de temps de s'ajuster aux nouveaux pronoms puis à un nouveau vocabulaire, étant donné que ça faisait 10, 12, 15, 16 ans qu'ils utilisaient le même nom et pronom pour s'adresser à leur enfant. Donc, c'était la plupart du temps juste une question de temps et d'ajustement. Il y avait aussi des difficultés coparentales, donc des parents qui étaient encore en lien avec l'autre parent de l'enfant, soit parce qu'ils étaient encore ensemble, ils habitaient à la même maison, étaient encore en relation, ou il y avait un processus de divorce et de séparation et les parents étaient encore en contact de près ou de loin avec l'autre parent de l'enfant. Et on a identifié deux coparents qui posaient problème aux parents qu'on a rencontrés. Et donc, le premier type de coparent, c'était lorsqu'un parent jugeait la situation inacceptable et refusait de s'engager dans le processus de transition. Donc, ça, c'était essentiellement des parents qui n'arrivaient pas à accepter en fait, l'identité de leur enfant et évidemment, ne voulaient pas s'impliquer dans le processus de transition de leur enfant. Et comme dit ici Donald, parent d'un enfant transmasculin de 16 ans, au début, ma femme s'occupait de la gestion des rendez-vous à la clinique, mais elle s'est retirée. Je pense que c'était trop, peut-être portait-elle trop d'émotions en elle. Elle ne se sentait pas à l'aise. Par exemple, je m'occupe des papiers pour la mastectomie. J'ai dû forcer ma conjointe à signer les papiers. Elle a refusé de le faire. Donc ça, c'est vraiment le cas d'un père qu'on a rencontré qui me disait que sa mère, alors qu'elle était très partante au début et semblait accepter toute cette nouvelle réalité, elle s'est retirée par après à cause des sentiments de culpabilité face à cette situation-là. Et l'autre type de coparent qu'on a identifié, c'était vraiment lorsqu'un coparent adoptait une attitude neutre sans vouloir s'engager, en acceptant l'identité de genre de son enfant sans pour autant donner un coup de main durant le processus. Donc, c'était vraiment des parents qui disaient accepter l'identité, donc qui disaient qu'ils n'avaient pas de problème ou quoi que ce soit avec ça, mais qui ne voulaient vraiment pas s'impliquer. Donc, pas venir au rendez-vous, pas lire sur le sujet, pas trop en parler non plus, et qui laissait les choses se dérouler par elles-mêmes, laissant souvent, en fait, dans ces deux situations-là, laissant souvent le fardeau du travail émotionnel et du travail d'organisation et de gestion des rendez-vous à l'autre parent, qui était souvent la mère. Et bien évidemment, des parents célibataires ont raconté avoir des difficultés similaires à ces parents-là, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres parents avec qui ils pouvaient vivre leurs émotions et en parler.
Donc, pas tout est négatif, évidemment. Il y a des aspects qui facilitent le processus d'acceptation et je pense que ça va de soi de dire que forcément le temps a été ciblé comme un facteur facilitant le processus d'acceptation. Donc, soit pour s'adapter à la nouvelle réalité, aux nouveaux noms, aux nouveaux pronoms, mais aussi il y avait des parents qui ont dit que le moment du coming out de leur enfant aurait pu être plus facile, mettons, si l'enfant avait fait son coming out plus tôt. Donc, si ça, c'est les parents qui avaient un enfant qui a fait son coming out à l'adolescence, puis ils se disaient que peut-être si leur enfant avait dévoilé cette identité-là plus tôt dans la vie, il aurait pu s'y prendre d'avance et apporter le soutien nécessaire à leur enfant plus rapidement. Et on voit aussi que le manque de connaissances, évidemment, et d'informations préalables a été décrit comme un élément entravant le processus d'acceptation. En fait, ce qu'on voit, c'est que, et je pense que ça va de soi, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est difficile de le comprendre et de l'accepter. Donc, il y avait des parents qui avaient, par exemple, jamais entendu le mot transgenre de leur vie. Donc, quand leur enfant leur communiquait s'identifier à une autre identité de genre que celle qui leur a été assignée à la naissance, c'était difficile pour les parents de le comprendre. Et en effet, le fait de se renseigner sur les enjeux trans et les identités trans a facilité le processus d'acceptation. Donc, les parents se sont engagés dans un processus d'auto-éducation. Donc, les parents faisaient beaucoup de recherches en ligne, dans les livres, à travers de reportages et de documentaires pour mieux comprendre ce que vivait leur enfant. Et en fait, le fait de s'informer a permis aux parents de comprendre à quel point leur soutien est important et essentiel au bien-être de leur enfant. Donc, on voit ici Rose qui dit J'ai expliqué à mon conjoint que le taux de suicide chez les enfants trans est élevé et que cela ne se produirait pas chez nous, que ce n'était pas une option et que nous devions soutenir notre enfant sans se poser de questions. Et aussi le fait de s'informer sur l'importance de ce soutien-là a permis aux parents de comprendre qu'en fait, de laisser leur enfant, quand c'est voulu, d'effectuer une transition sociale et ou médicale, contribuera à son bien-être, ou même peut-être à lui sauver la vie. Et on voit ici une citation assez frappante de Jules, parent d'un enfant transmasculin de 16 ans, qui dit mon enfant a pris sa décision et nous le soutenons. Je pense que cela va l'aider pour construire son estime de soi. Tout ça est lié à sa médication, donc aux hormones que son enfant prend. Vous savez, il fait affaire avec les médecins maintenant. Il a son mot à dire. Et laissez-moi vous dire, je pense qu'aujourd'hui, il fait des choix pour sa vie et non pour sa mort. Et ce vers quoi il se dirigeait auparavant. Donc, si on voit un parent qui avait un enfant qui avait beaucoup de difficultés au niveau de sa santé mentale, euh, particulièrement la dépression, l'anxiété, etc. Et qui, en fait, elle a vu que laisser l'enfant avoir accès à des moyens de transition a vraiment amélioré la situation. Euh, donc aussi, même si certains parents se disaient préoccupés par les regrets potentiels que leur enfant pouvait vivre dans le futur, d'autres étaient certains que leur enfant était sur la bonne voie. Donc ici, on voit Alberto qui raconte en fait que, alors que quand son enfant a fait son coming out, c'était quelque chose de très gros, puis il voyait ça comme quelque chose de très drastique. Comme il dit, je l'imaginais passer directement de fille à garçon. Et c'était très chargé pour le père. Mais en fait, quand il a compris qu'effectivement, ce n'est pas une phase, c'est quelque chose de très vrai, il était très content de voir que son enfant était effectivement sur la bonne voie et qu'il se dirigeait vers quelque chose qui était bon pour lui. Et parmi les autres sentiments positifs exprimés, on avait aussi les sentiments d'excitation, parfois même de soulagement, pouvant être ressentis simplement à l'idée de franchir les étapes importantes du processus de transition, qui était perçu comme un processus assez charnu et laborieux. Donc, comme dit Mira ici, quand mon enfant a entrepris les traitements hormonaux, je me disais que le chemin avait été, ou du moins m'avait paru, si long pour y arriver. J'étais tellement heureuse d'arriver à la destination que ce fut un réel soulagement. Donc, de vraiment passer par les étapes à franchir. Et il y avait aussi des sentiments de fierté à travers tout le processus. Donc, encore une fois, c'est des parents qui étaient fiers non seulement de leur enfant d'avoir exprimé, en fait, librement et ouvertement, avec toute confiance, leur identité de genre à la famille, mais aussi de dépasser certaines peurs, comme par exemple la peur des aiguilles, quand il était question d'injection de bloqueurs d'hormones, de dépasser ces peurs-là et en fait franchir les étapes et entreprendre les démarches nécessaires pour vivre leur identité de manière authentique.
Il y avait aussi l'importance du soutien. Donc, bien évidemment, il y avait plusieurs parents qui nous ont raconté qu'être en contact avec d'autres parents d'enfants ou d'adolescents trans leur a permis de non seulement mieux comprendre la situation et d'acquérir des outils pour franchir des étapes de transition, mais également de partager leurs expériences et leurs émotions avec d'autres personnes qui pouvaient véritablement comprendre, parce que c'est des gens qui vivaient la même réalité. Et comme Mira nous dit ici, une ressource m'a mis en contact avec une dame formidable. Donc, le fils a fait la transition il y a environ 10 ans. Ce fut littéralement notre ange gardien. Elle nous tenait informés de ce qui nous attendait et elle nous a en quelque sorte prévenu qu'un enfant pourrait vouloir changer de nom. Et puis, un soir, il nous a dit, « Vous savez, je pense que j'aimerais changer de nom. » À ce moment, on peut dire que le soutien reçu avait été bénéfique. Cette annonce n'ayant pas eu l'effet d'une secousse imprévue, ce qui m'a tout simplement permis d'un plus grand soutien. Donc, effectivement, de prévoir les éventualités puis les étapes de transition a permis aux parents au lieu d'être dans le choc et dans la surprise, de plutôt être préparés et plus soutenants face à leur enfant. Et quand on parle de soutien, il y avait aussi des parents qui cherchaient du soutien auprès de professionnels. Donc, d'un côté, il y avait des parents qui avaient besoin de soutien professionnel pour vraiment être rassurés que l'identité de leur enfant, que ce que leur enfant leur exprimait, en fait, ce n'était pas quelque chose de farfelu, que ce n'était pas une phase et que c'était bien réel. Alors qu'il y a d'autres parents, et pour certains, pour qui les groupes, par exemple, de soutien en personne ou les groupes en ligne ne fonctionnaient pas nécessairement, ça ne répondait pas à leurs besoins, tout simplement, avaient besoin d'un soutien thérapeutique pour leurs besoins personnels, donc pour gérer leurs propres émotions, pour enfin pouvoir soutenir leur enfant de manière plus adéquate. Et comme on voit ici, dit par Jessie, parent d'un enfant transmasculin de 15 ans, apprendre à demander l'aide s'est avéré l'un des principaux éléments constitutifs de mon expérience. Moi-même, je suis allée consulter. Il y a beaucoup de conversations que vous ne devez pas avoir avec votre enfant. Il est important de recevoir un soutien individuel. Et quand on parle de soutien des professionnels, on peut passer en fait à la découverte et à l'accès aux soins cliniques transaffirmatifs parce que pour certains parents, c'était là qu'ils ont reçu ces soutiens-là, puis pour d'autres, c'était dans des contextes privés. Puis en fait, quand on regarde les parcours qui ont mené les parents à découvrir les cliniques, en fait, la plupart les ont découverts quand ils faisaient leurs recherches sur les identités trans, les réalités trans, suite au coming out de leur enfant. Et les autres parents, en fait, les ont découverts par l'entremise d'un professionnel de la santé ou de la santé mentale qui ont été consultés auparavant en lien avec l'identité de genre de leur enfant, ou par le biais d'un organisme de défense de droits LGBTQ ou plus spécifiquement trans, par l'intermédiaire de l'école de l'enfant, par exemple, les éducateurs et éducatrices spécialisés ou les conseillers conseillères, aussi par l'entremise de d'autres parents ou au moyen d'un reportage télé sur une clinique. Ça, c'était vraiment dans le cas où les cliniques avaient participé à un reportage télé. Et en fait, si on regarde les raisons de recourir à des soins cliniques transaffirmatifs, il y a des parents qui disent que c'était justement pour mieux comprendre les étapes nécessaires à la réalisation du processus de transition, pour améliorer le bien-être de leur enfant à l'aide de soins d'affirmation de genre. Et dans certains cas, c'était suite à la demande spécifique de l'enfant. Donc ça, c'était un enfant qui avait exprimé directement vouloir être vu dans ces cliniques-là. Donc, c'est des enfants qui ont fait les recherches préalablement au coming out. Donc, de manière générale, les expériences qualifiées en fait, étaient très positives. Et en ce qui concerne l'accessibilité des soins, environ le tiers des parents ont indiqué que le premier rendez-vous avait été obtenu rapidement. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que la perception du temps d'attente variait d'une famille à l'autre et notamment dans le cas où est-ce qu'il y a des familles qui commençaient ce processus-là beaucoup plus tôt, donc bien avant que la puberté soit déclenchée. Pour ces parents-là, le processus d'attente était vu comme moins long parce qu'il y avait moins d'urgence, en fait, selon les parents, d'accéder aux soins, tandis que les parents qui avaient des enfants un peu plus vieux, donc des adolescents, l'urgence était beaucoup plus présente. Et après l'inscription, la prise de rendez-vous et l'accès aux différents professionnels ont été décrits comme un processus rapide et simple. Et dans certains cas, en fait, quand il s'agissait du temps d'attente pour les services d'endocrinologie, il y avait des parents qui ont indiqué que le temps d'attente pour ces services-là était en fait adéquat. Parce que d'un côté, ça permettait aux professionnels d'évaluer la situation, de s'assurer que c'était quelque chose d'approprié pour leur enfant. Mais c'était surtout aussi pour laisser le temps à leur enfant de vraiment absorber l'information et afin d'être
d'être en mesure de prendre des décisions libres et éclairées en matière de transition et par rapport à leur santé. Et donc, aussi pour les familles, donc les jeunes étaient plus âgés, donc les adolescents, adolescentes, les cliniques ont facilité l'accès à d'autres services d'affirmation de genre, notamment à des interventions chirurgicales, parce que ces interventions-là n'étaient pas offertes dans les cliniques. Donc, les différents professionnels ont pu les diriger vers ces ressources-là lorsque c'était demandé par l'enfant. Donc, de manière générale, les parents ont décrit les membres du personnel comme étant bien formés et une impression que d'être guidés vers une bonne prise de décision éclairée, sans pour autant les pousser à faire quelque chose avec lequel ils n'étaient pas à l'aise. Et comme dit ici Déborah, je pense que nous sommes entourés d'une bonne équipe qui nous éduque. Nous comptons sur LE, vous comprenez, c'est comme lorsque nous amorçons l'utilisation d'un nouveau programme, vous comprenez. C'est comme si j'ai un petit humain. Je sais comment être un parent, je sais comment aimer mon enfant, mais pour ce qui est de ce qu'il faut lui injecter pour qu'elle soit ce qu'elle est, je m'en remets. Nous nous en remettons aux gens qui détiennent le savoir et qui réfléchissent sur ces questions et qui comptent plusieurs années d'études à leur actif. Et aussi, il y avait des parents qui ont exprimé que, en fait, ils se sentaient très soutenus et à l'aise de discuter de leurs préoccupations et de poser des questions sans craindre d'être jugés par les professionnels. Il y avait bien évidemment des critiques et des défis. Donc, quand on parle de temps d'attente, ça variait d'un site à l'autre et il y avait un temps d'attente plus long pour accéder aux soins transaffirmatifs dans une clinique en particulier. Et dans un cas, c'était quelque chose qui était considérablement plus long, étant donné que le jeune avait été refusé à 3 reprises d'accéder à la clinique à cause du protocole, étant donné que le jeune avait déjà atteint la puberté, mais n'avait pas atteint l'âge d'accès à l'hormonothérapie. La clinique a refusé l'accès, en fait. Et la mère, comme qu'on dit ici, dans les moments d'extrême frustration, s'apparentant probablement davantage à la rage, vous savez, il m'est souvent arrivé de demander est-ce que je devrais envoyer la facture des funérailles à la clinique parce qu'elle a peur que, étant bien consciente des conséquences que ça peut avoir sur son enfant de ne pas avoir accès aux soins transaffirmatifs, elle a peur, en fait, pour la santé mentale et en fait la vie de son enfant. Et donc, d'autres difficultés qui ont été exprimées, c'était des problèmes d'horaire et de rendez-vous dispersés. Les enfants devant manquer plusieurs journées d'école pour assister à tous les rendez-vous. Il y avait un manque de services de santé mentale pour les enfants et les jeunes. Et aussi, d'autres difficultés soulevées par une poignée de parents étaient liées aux barrières linguistiques, au manque de ressources de soutien pour les parents, qui était très essentiel pour plusieurs, et au sentiment que certains besoins et certaines préoccupations étaient banalisés par le personnel. Donc ça, c'est une belle citation, je pense, qui résume en fait le processus d'apprentissage par lequel les parents ont passé dans ce processus. Comme dit Alma, parent d'un enfant transmasculin de 10 ans, la plus grande leçon que j'ai apprise, et je pense que l'aspect le plus déroutant de la situation, ce n'est pas troublant pour moi d'avoir un enfant transgenre. Ce n'est pas déroutant. C'était troublant pour moi quand, très jeune, mon enfant me disait « je veux être un garçon, je suis un garçon » et que je ne savais pas ce qu'il allait faire. Pardon, ça qu'il fallait faire. Vous comprenez? Le médecin m'a dit, vous ne le blesserez jamais en lui donnant de l'amour. Donc, suivez-le dans cette aventure, faites ce qu'il veut. Il veut se couper les cheveux, il veut porter des vêtements de garçon, il veut porter une robe. Jamais, au grand jamais, vous ne lui ferez mal en lui donnant de l'amour et en faisant preuve d'acceptation. Ainsi, je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise est que l'amour et l'acceptation ne font pas mal à personne. Donc, juste pour résumer ce qui a été dit, le processus de travers lequel les parents se doivent de passer avant d'accéder aux services cliniques ou même quand ils sont déjà dans les services est un processus complexe et de longue haleine, mais qui peut être facilité, comme on a dit tantôt, par l'éducation, le temps qu'il leur est nécessaire pour s'ajuster, le soutien de différents professionnels et le soutien par les pairs. Et ce qui est important de soulever, c'est que alors que le soutien axé sur les parents est très essentiel pour le bien-être de leur enfant, c'était quelque chose qui était très manquant dans les services qui sont offerts. Et avant de passer la parole à Annie, juste soulever quelques limites à l'étude, parce qu'il y en a, bien évidemment, comme dans n'importe quelle. En fait, ce qu'on a vu, c'est que dans notre échantillon, la majorité des parents étaient blancs et blanches. Et ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment rapporter les expériences des parents racisés, autochtones ou issus de ces communautés-là. Aussi, les entrevues étaient menées en contexte clinique. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de représentation de familles qui font recours à d'autres types de ressources, soit qu'ils ne nécessitent pas ou
ils connaissent simplement pas les cliniques, qui ne soutiennent pas un parcours de transition médicale de leur enfant ou qui ne souhaitent pas participer à des projets de recherche sur le sujet. Et aussi, de par leur nature, évidemment, les données qualitatives ne sont pas généralisables, mais décrivent seulement les réalités des personnes interviewées. Mais on voit que ça donne un bon portrait quand même des gens qui consultent ces ressources-là pour comprendre leurs expériences. Merci beaucoup, Valéria, pour cette excellente présentation des résultats. Peut-être pour conclure le webinaire et avant de prendre des questions, je vous dirai un petit peu où est-ce qu'on en est rendu avec le projet. Donc, ça, c'était des données seulement pour l'aspect parent. On a aussi fait l'analyse des données pour les jeunes. Nous continuons à présenter ces données-là dans plusieurs forums. Nous avons fait des congrès, d'autres contextes. Les webinaires seront disposés en ligne très bientôt pour que les gens puissent les réécouter ou les partager si nécessaire. Je vous invite aussi à aller voir le site web jeunetransyouth.ca où est-ce qu'on dépose périodiquement des documents, des articles qui sont en libre accès ou des résumés de recherche. Donc, vous pouvez vous garder à jour avec ça. Et nous continuons aussi avec l'analyse de données. Nous sommes présentement en train de travailler sur de nouveaux articles où est-ce que nous allons présenter en fait la combinaison des perspectives des parents avec celles des enfants. Parce que, comme j'ai dit, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est seulement les parents. Mais quand on commence à comparer avec la perception des enfants, on peut voir qu'il y a quand même des différences. Et peut-être juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on est en train de découvrir, c'est que il n'y a pas tellement de différence dans nos échantillons par rapport à, je vous dirais, le résultat final, dans le sens où les parents comprennent que l'enfant est trans, l'enfant se sent soutenu, donc tout va bien. Il n'y a pas d'incohérence dans les discours, mais ce qu'on se rend compte quand on compare les données, c'est qu'il y a une asynchronie, en fait, et donc le coming out est souvent vu comme étant un moment où est-ce qu'il y a une grande libération, on se sent bien d'avoir dit à nos parents, il y a eu beaucoup de peur avant, et au moment où est-ce que le parent se rend compte que l'enfant est trans ou qu'il y a eu un coming out, un dévoilement d'identité, ce qu'on voit, c'est que c'est le parent qui commence à vivre le stress. Donc, il y a comme une espèce d'asynchronie jusqu'au moment où est-ce que finalement, les deux ont le temps de se parler, de discuter, de comprendre et de ramener leur narratif à un même point. Donc ça, c'est le genre de données qu'on va pouvoir vous présenter très bientôt. Continuez à visiter la page jeunetransyouth.ca et nous pourrons vous garder au courant des mises à jour. Voilà, peut-être juste en terminant, vous dire que ce projet-là est financé par l'Institut de recherche en santé du Canada, donc on les remercie. On remercie aussi les parents, les personnes qui ont participé au projet. Ici, merci Valéria, vous avez une liste de toutes les personnes qui sont impliquées sur le projet de recherche et donc on tient à les remercier beaucoup. Et donc, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez aller sur l'onglet Q&A. Valérie va vous remontrer rapidement comment faire ça. Oui, juste un instant. Et Ici, voilà. c'est en bas de votre écran. Et donc, on va pouvoir, les questions sont anonymes et on va pouvoir répondre verbalement. Je vais arrêter l'enregistrement à ce point-ci.